Je veux dire, la commémoration de ce qui a été des cœurs arrachés pour des millions de Français, pour des millions en fait de citoyens dans le monde qui ont vu ces images en novembre 2015, ces massacres atroces, ces tueries qui ont eu lieu à Paris, à Saint-Denis et au Stade de France, devraient unir l'ensemble de la nation. Et quand on est un chef d'État, quand on est la maire de la capitale, on devrait avoir à cœur non seulement de rassembler, mais dans ce type de moment, de faire l'union autour de soi. Et je trouve ça... Mais qui invitait ? Qui était la puissance ? Déplacé. Qui invitait ? Me semble-t-il, c'est l'Élysée et la mairie de Paris. Mais quand on cherche à écarter, en l'occurrence Marine Le Pen et moi-même, en fait, on cherche à écarter des millions de Français. Et je trouve ça regrettable. Je ne veux pas polémiquer dans un jour comme celui-ci, mais je trouve ça inélégant et regrettable. Alors, dans le premier portrait, en tout cas celui dont on va parler ce soir, c'est Mathieu. Messieurs, préparez-vous à l'assaut. Et c'est Mathieu qui raconte cela. Il est policier de la BRI. Il a participé aux interventions de janvier et novembre 2015, notamment au Bataclan. Et puis, vous allez le rencontrer. Et puis, il vous fait part d'abord de ce qui s'est passé ce soir-là, mais plus largement de son métier. Il dit d'ailleurs que son métier a beaucoup changé et que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'était avant, qu'il est parfois noyé sous la paperasse, etc. Pourquoi avez-vous souhaité le rencontrer et surtout rapporter ce témoignage ? D'abord parce que moi je n'ai pas honte de nos policiers, de nos gendarmes, de nos pompiers, de tous ceux qui servent l'État et tous ceux qui servent la République en première ligne. Quand on est policier aujourd'hui en 2025 dans la France d'Emmanuel Macron, ça signifie partir le matin, dire au revoir à sa femme, à son mari, à ses enfants, sans avoir la certitude de les retrouver le soir parce que on a en tête ce climat d'ultra-violence qui touche en premier les serviteurs de l'État, mais qui touche au fond tous les Français, parce qu'on a en tête l'horrible attentat qui, à Magnanville, a coûté la vie à un couple de policiers qui a été massacré, égorgé devant ses enfants. Il n'y a pas un policier, notamment en banlieue parisienne, autour de nous, qui, lorsqu'il va travailler le matin, n'a pas en tête ces images et ces atrocités. Et donc, j'ai voulu rendre de la dignité, de la voix, m'incliner devant ceux qui sacrifient tout pour nous protéger, pour protéger notre sécurité. Et puis, j'ai voulu aussi emmener les Français dans le quotidien d'un policier. Mathieu a une quarantaine d'années, il a fait de la voie publique. Il a été au contact de la délinquance de rue, mais il a décidé à un moment donné de sa vie d'aller plus loin dans son engagement et de passer les tests de la BRI. Je raconte comment est-ce que progressivement les unités spécialisées qui, comme la BRI, sont plutôt enclins à lutter contre le grand banditisme, au début des années 2010 et après les attaques de Mohamed Merah qui avaient été perpétrées à Toulouse et à Montauban, se sont progressivement déportées vers l'islamisme, vers l'islam radical, vers des fichiers S, vers des gens qui avaient objectivement des liens avec le djihadisme ou avec des projets terroristes. Et comment est-ce que ces officiers de première ligne ont senti venir une menace que le responsable politique n'a pas voulu voir. Et donc j'emmène le lecteur dans son quotidien, à la fois d'un policier de banlieue parisienne, mais aussi dans cette nuit d'horreur qui honnêtement vous glace le sang quand quelqu'un qui l'a vécu en première ligne vous la raconte. Mathieu fait donc partie de cette colonne d'assaut qui rentre dans le Bataclan. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont il se souvient de l'odeur qu'il a ressentie en entrant dans le Bataclan. Il dit dans le livre un mélange de poudre et de sang. Et il dit à quel point cette odeur ne l'a jamais quitté depuis 10 ans. À quel point, même en faisant autre chose aujourd'hui, au service de l'État toujours, il ressent encore cette odeur la nuit lorsqu'il fait des cauchemars et l'image qu'il a en rentrant dans cette fosse où l'ensemble des corps sont par terre les uns sur les autres, et il parle notamment de cette dame qui est mourante, qui lui attrape la chaussure et qui a une balle dans la bouche, et il dit l'image en fait de ce que j'ai vu ce soir-là, l'odeur que j'ai ressentie en entrant dans le Bataclan ne m'a jamais quitté. Et moi j'aimerais que notre pays s'incline un peu plus devant tous ceux qui, pour 1500 ou 2000 euros par mois, sacrifie tout. Mathieu rappelle que sa pensée va à ses enfants et à sa femme avant d'entrer dans cette petite loge dans laquelle sont nichés les terroristes retranchés. Et au fond, j'ai voulu à la fois lui rendre hommage. J'ai voulu que les lecteurs puissent se rendre compte de ce que c'est que de vivre aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi un message. Il y a un message à partir de ce témoignage. Il y a aussi un message politique que vous donnez et pourquoi pas des propositions. Par exemple, lorsque vous dites, lorsqu'un policier se défend, il est immédiatement jeté sur le banc des accusés. Sa décision est jugée à la hâte par le tribunal médiatique ou les réseaux sociaux avant un quelconque travail d'enquête.
Je pense au président de la République, souvenez-vous. Qui a parlé de violence policière dans son interview à Brut, reprenant là les mots de M. Mélenchon. Bien sûr. Et puis, inexcusable. Voilà, lorsque Florian M, qui est aujourd'hui présumé innocent par définition, a tué Naël dans des conditions dramatiques, bien sûr. Donc vous dites, et c'est là que la proposition politique, elle arrive, la présomption d'innocence, principe sacré de notre État de droit, est bafoué, inversé et retourné contre le représentant de la force publique. Instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre serait une innovation juridique symbolique. Donc vous partez, souvent vous faites ça dans ce livre, c'est-à-dire que vous allez voir les uns et les autres, vous les écoutez, vous rapportez, je disais tout à l'heure comme un journaliste, leurs témoignages. Et puis après, vous êtes force de proposition. Et ces propositions, elles seront sans doute étudiées en 2027 par vous ou par Marine Le Pen. C'est sans doute d'ailleurs ce qui me différencie d'un journaliste dans cet exercice. Je ne me contente pas d'écrire. J'aime écrire, mais je ne me contente pas. Vous voulez dire qu'on ne propose pas ? Nous, on ne fait que décrire la réalité. La profession noble de journaliste offre le bon rôle. Notamment dans les échanges et dans les échanges d'arguments qu'on peut parfois voir, puisque vous tentez de commenter, de raconter l'actualité,